Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on est toujours en Californie, on est à San Francisco, on a changé de ville, on est passé de Los Angeles à SF et on va vous proposer tout simplement une petite visite du musée Intel. On commence avec le stockage et donc les toutes premières EEPROM qui ont été faites en 1971. Tout simplement, ça permettait d'enregistrer des informations. Donc ensuite, on a l'évolution des différentes EEPROM dans le temps et on va arriver jusqu'à la mémoire flash qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, qu'on va trouver dans nos SSD. On va maintenant vous parler de la RAM et vous allez voir, il y a quelque chose qui est très impressionnant. Ceci est un des premiers modules RAM et donc c'était tout simplement fabriqué à la main. Donc sur un morceau d'époxy, tous les câbles étaient passés et ça permettait donc de stocker les informations. C'est donc les premières RAM. Ensuite, il y a eu des grosses évolutions puisqu'on a eu le même procédé de fabrication que pour les processeurs avec ici, on le voit, les premiers wafers avec la mémoire et ici, la toute première SRAM donc qui utilisait une toute petite pastille qu'on voit à l'intérieur pour pouvoir stocker l'information. Donc ce sont les premiers modules RAM. Ensuite, on a ces grosses machines qui permettaient en fait de stocker beaucoup plus d'informations et ce sont parmi les premières machines qui ont contribué au succès d'Intel puisque l'année où Intel a sorti ce système de stockage, les revenus de la société sont passés de 800 000 $ à 66 millions de dollars. Ensuite, on a les premiers microprocesseurs, donc on le voit ici en un peu plus gros, le 4004, qui en fait va permettre de créer les premières supercalculatrices par exemple, et c'est de là que viennent tous les autres processeurs qui sont arrivés sur le marché. Après, le 4400 a été créé en 1971, on pouvait en regrouper plusieurs et faire des supercalculateurs. À l'époque, c'était vraiment quelque chose, tout simplement un des premiers processeurs. Et donc on le voit ici sur le schéma, on a le système de carte mère qu'on avait avant, avec le processeur 4400 et les petites barrettes de RAM qu'on a vues tout à l'heure, juste avant. Ici, on est devant le premier microcontrôleur. Alors, le microcontrôleur, c'est tout simplement ce qui va permettre de donner des ordres à une machine. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner, par exemple, un fax, une machine à café, un robot dans une usine. Donc, on mettait le programme à l'intérieur de cette puce, on intégrait la puce dans la machine à faire fonctionner et ça permettait tout simplement de faire fonctionner la machine. On le voit, comme toujours, on utilise toujours des wafers. Sur les wafers sont faits les microprocesseurs, on détache les microprocesseurs, on les met sur un PCB et après on peut les incorporer dans une machine. On continue maintenant avec le 8080, donc, qui est lui aussi un microprocesseur. C'est un des premiers microprocesseurs plus puissants à l'époque qui est sorti. Il était capable de faire 29 000 opérations par seconde. Et là, on le voit intégré au centre sur une carte mère avec les différentes petites barrettes qui vont permettre de créer la mémoire et les différentes entrées et sorties. Et le tout prenait place dans une grosse machine comme ça et ça s'appelait tout simplement un Altair 8800 Computer. Après, il y a eu des petites expérimentations sur les montres. On va passer directement sur l'histoire des processeurs. Alors là, vous allez voir plein de processeurs que l'on connaît et que l'on a déjà eu. Le 286, le i860, le 386 en DX33, donc qui tournait à 33 MHz. Le 486 qui avait sa déclinaison DX400 qui tournait à 100 MHz avec lequel on pouvait avoir un coprocesseur arithmétique. Ensuite on a eu le premier processeur Intel Pentium, donc c'était vraiment les processeurs haut de gamme à l'époque, le Pentium, alors qu'aujourd'hui les processeurs Pentium sont plutôt les processeurs d'entrée de gamme. Le Pentium Pro, le Pentium MMX qui existait en version socket et en version cartouche, le Pentium 2 Xeon qui était absolument énorme et le Pentium 2 qui a été lui introduit un peu plus tard et qui est probablement un processeur qu'on a tous aussi beaucoup eu. Juste derrière, on va voir les processeurs qui sont plus modernes avec le Pentium 3, le Pentium 4, le Pentium 4 avec l'hyperthreading. Ici, on a un petit module, c'est le module Centrino qui permettait d'avoir le sans fil sur les premiers ordinateurs portables. Et ensuite, on va arriver sur les premiers processeurs quad-core, donc on a le Core 2 Duo. Ensuite, on a les premiers processeurs en 45 nanomètres.
On continue avec le Core i7 tout en bas, donc cette fois avec une version en socket 2011. Et ici, on a en plein milieu le petit processeur Intel Atom. Ici, on va retrouver un personal computer, donc un des premiers PC avec un modèle IBM et avec les premiers chipsets. Donc ça datait de 1978 et c'était un processeur 8088 à l'intérieur. Ensuite, au niveau d'Intel, il y a plein d'autres choses qui ont été faites, comme les premières cartes Ethernet. Après, on a eu différents périphériques, hein. On a eu la carte PCM-CIA, l'USB 3, que dire d'autre, la LAN PC Guard, les SSD en mSATA, bref, beaucoup de différentes connectiques. Alors, on va aller maintenant se diriger vers un endroit un petit peu plus technique qui est sur la fabrication des processeurs. Donc vous allez pouvoir voir par exemple les gros cœurs de silicium qui permettent de créer tout simplement les wafers. Ici on a la communication Intel, donc ça c'est assez rigolo parce qu'on va retrouver tous les anciens stickers qui ont existé avec les Intel Inside. Bien sûr, hein, à l'époque où Intel a commencé à faire des processeurs, les CD n'existaient pas, on était encore à la VHS. Et ici on va retrouver tous les petits autocollants des différents processeurs qui sont sortis sur. On a aussi une explication de la loi de Moore. La loi de Moore, c'est chaque année, on a 2 fois plus de transistors dans les processeurs. Alors, cette loi de Moore sera peut-être remise en question très prochainement. On va aller maintenant faire un tour du côté des wafers. Donc, les wafers, c'est produit dans ces sortes de salles, donc c'est des salles toutes blanches où il n'y a plus un air qui est totalement purifié, plus aucune poussière puisque rien ne doit se mettre sur les processeurs. On va les filmer en fait le mode de fabrication là-bas, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça vous permettra d'avoir directement une idée de comment c'est fait. Là en dessous vous avez les gros blocs en fait qui contiennent tous les wafers à l'intérieur. Les wafers, ils sont faits à base de silicium et donc on va exploiter des gros lingots de silicium. On vous laisse regarder cette vidéo pour découvrir comment sont faits les processeurs. Donc on est habillé tout en blanc, parce qu'il ne faut pas, tout en blanc, hein, que avec des vêtements qui sont avec un minimum de poussière et il faut qu'il n'y ait pas un seul corps étranger à l'intérieur de l'usine. Donc ça ce sont les robots qui transportent en fait les gros dispositifs avec tous les disques de silicium. Et donc en fait on va graver les différents wafers pour imprimer tous les transistors. En fait c'est une sorte d'impression couche par couche de tous les transistors sur le wafer. On le verra puisqu'on a juste à côté à droite, donc on le verra dans très peu de temps, on a différents wafers qui sont exposés. Network developed by the United States government. It was called ARPANET.
Donc là, les microprocesseurs qui ont été imprimés sur les wafers sont découpés et intégrés et vont être intégrés sur un PCB. Le tout va être soudé et après on va mettre la protection métallique, le heat spreader par-dessus. Alors, donc ici vous avez les lingots de silicium, donc c'est là-dedans que les disques en fait sont tranchés et c'est là qu'on va imprimer en fait les différents transistors. Au tout départ, c'était des wafers qui faisaient uniquement 2 pouces et maintenant on en est à 12 pouces. Donc ça c'était au tout début des premiers wafers et à droite on va retrouver les wafers de plus grande taille. Là vous avez toute l'explication de comment un processeur en fait est construit. Donc avec le wafer qui contient le processeur en lui-même qui est posé sur son PCB avec les différentes couches, donc le cuivre et toutes ces choses-là. Et enfin ici on a l'évolution des différents wafers avec les premiers wafers ici en 1969, ceux qui servaient pour faire la RAM, donc on était sur des wafers de 2 pouces. Ensuite l'évolution 1992, 3 pouces, donc on le voit, on peut construire plus de puces en fait tout simplement. Et c'est ça l'évolution au fur et à mesure, c'est-à-dire que plus ça allait, plus on pouvait poser de processeurs ou de puces RAM sur les différents wafers. Donc là on est sur du 486, là sur c'était des corps en 60 nanomètres. Ensuite, ici, on est en 2000 avec les Pentium 4. Donc, on voit qu'on pouvait construire vraiment beaucoup plus de processeurs sur les différentes couches. Et ici, on est en 2011. Donc, on était sur des corps en 32 nanomètres. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, on est sur du 14 nanomètres. Donc, on peut presque produire 2 fois plus de puces sur un wafer. Pour le musée Intel, voilà, on vous en a proposé un tour complet et sur ce on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour de prochaines vidéos.